Bonsoir à tous, jeudi 21 décembre, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Conseil communautaire ce soir pour Saint-Quentin en Yvelines. À l'ordre du jour, notamment le vote pour la fusion des missions locales de l'agglomération avec celle de Plaisir. 5000 jeunes sont concernés du territoire, les précisions à suivre. Emmanuel Macron, président de la République, large victoire de la République en marche aux législatives et effritement des partis traditionnels. 2017 a livré ses verdicts. Est-ce pour autant une année qui a tout bousculé sur le champ de la politique? Nous poserons la question à Stéphane Manson, professeur de droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l'UVSQ. Et puis c'est bientôt Noël, c'est bientôt le début des fêtes. Pendant cette période, il n'y a pas que le Père Noël qui s'affaire. Les élèves de l'école Les Bessières à Maurepas ont aussi mis la main à la pâte aujourd'hui avec un atelier marché de Noël. 4 maires des Yvelines et de l'Essonne qui écrivent au Premier ministre Édouard Philippe. Parmi eux, Bertrand Houillon, édile PS de Magny-les-Hameaux. Dans ce courrier, les élus ont fait part de leurs inquiétudes concernant l'arrivée de la ligne 18 à l'horizon 2030 entre Versailles et l'aéroport d'Orly. Ils sont tous concernés par le passage du tronçon en aérien sur leur commune. Les maires demandent que des alternatives à ce viaduc de 13 km en pleine terres agricoles soient étudiées. C'est un peu l'Arlésienne pour Rambouillet, mais peut-être plus pour longtemps. Le doublement de la route nationale 10 au niveau de la ville du Sud-Yvelines devrait voir le jour. Une première tranche de travaux a été votée en ce sens pour le printemps 2018. Objectif, mettre fin à ce point noir du trafic. Coût total de ce chantier, 2,5 millions d'euros, financé en partie par l'agglomération Rambouillet Territoire. La délibération sera votée ce jeudi soir en conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Les missions locales de l'agglomération et de Plaisir vont fusionner au 1er janvier 2018 suite à une décision d'État. Cette mesure concerne plus de 5000 jeunes de 16 à 25 ans sur ce territoire. Les détails avec ce sujet de Michael Médoro. Une réunion pour préparer la fusion. Les deux missions locales de Plaisir et de Saint-Quentin en Yvelines se sont retrouvées au Golfe National ce mardi 19 décembre. Objectif, échanger sur le mariage entre les structures prévu pour le 1er janvier 2018. C'est important parce que finalement à Plaisir, on est un peu plus éloigné que les autres antennes les unes des autres, donc on ne se connaît pas du tout. Et pour moi qui suis nouvelle à Plaisir depuis 1 an, c'est des nouvelles rencontres. Le rendez-vous a également permis d'expliquer la mesure qui sera votée au prochain conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines ce jeudi 21 décembre. La fusion est plutôt une fusion-absorption. En créant une nouvelle structure, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et qu'est-ce qu'on aurait fait en effet du service à rendre au public? Qu'est-ce qu'on aurait fait aussi des salariés qui travaillent pour les jeunes en difficulté? À la sortie de ce rendez-vous, les 43 employés présents ont accueilli cette fusion-absorption avec enthousiasme. Donc plus d'idées, peut-être plus de moyens, moyens financiers, moyens humains, et puis peut-être plus de sites où les jeunes peuvent se déplacer aussi. La fusion sera intéressante pour les jeunes de tout le bassin de Saint-Quentin en Yvelines, qui auront tous en fait les mêmes prestations, les mêmes services qu'un jeune habite Plaisir ou qu'un jeune habite par exemple Voisin-le-Bretonneux. Tous ces jeunes-là auront le même service sur le même territoire, ce qui n'était pas spécialement le cas aujourd'hui. Au total, cette fusion concernera plus de 5000 jeunes déscolarisés âgés de 16 à 25 ans, présents sur le territoire saint-quentinois. 2017, une année incontestablement politique avec toutes les échéances électorales, l'ascension rapide d'Emmanuel Macron devenu en mai président de la République, l'effritement des grands partis traditionnels à un niveau plus local, la large victoire de la République en marche aux législatives, 11 des 12 circonscriptions gagnées, remportées sur les Yvelines. Bonsoir Stéphane Manson. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, également à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Avec vous, on va se demander si 2017 est une année qui a finalement tout chamboulé sur le paysage, dans le paysage politique. Déjà, plus que les partis, ce sont aussi des hommes qui sont tombés pendant cette année 2017. François Hollande, avant même de pouvoir se représenter à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Manuel Valls et également François Fillon, on peut en citer d'autres. Est-ce qu'on avait vu pareil coup de balai dans la Ve République ? Ça a pu arriver, mais si vous voulez, à des instants historiques, à des instants charnières. Je pense, par exemple, dans une moindre mesure à 1958, la fondation de la Ve République qui a apporté un personnel politique très, très renouvelé. Je pense aussi à
dans une moindre mesure à 1974, ce qu'on a appelé la petite alternance avec l'élection de Giscard d'Estaing, et puis évidemment à mai 1981 avec l'apparition de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, mais dans une telle ampleur et dans un tel fracas, si j'ose dire, c'est vrai que ça ne s'est, sous la Ve République, jamais produit. 2017 marqué bien sûr par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, un président qui a affiché la couleur dès le début. Il voulait renouveler les pratiques politiques avec son fameux terme de la société civile, impliquer la société civile dans ses décisions. Un peu plus de 6 mois après son élection, est-ce que le pari est gagné pour vous ? Il y a peut-être un renouvellement du style, mais il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, on le sait, on l'a dit et redit, un président de la République aussi jeune, et c'est symboliquement très fort. Mais d'autre part, et c'est l'autre aspect du paradoxe, c'est que ce président de la République très jeune renoue, ou en fait semble renouer avec la lettre de la Constitution de la Ve République, avec une pratique assez gaulienne finalement des institutions, avec un président jupitérien, c'est-à-dire un président qui s'occupe de l'essentiel, ou qui est censé ne s'occuper que de l'essentiel. C'est vrai que certains lui reprochent de ressusciter quelques pratiques anciennes au niveau politique. Un président qui s'occupe surtout de politique extérieure, au point que le ministre des Affaires étrangères, qui est pourtant une personnalité assez forte, M. Le Drian, n'apparaît que très secondairement. Et puis un président qui s'occupe aussi de défense nationale, de l'armée, etc. Donc voilà, des pratiques renouvelées, mais finalement dans un cadre très traditionnel. Deux grands partis aussi qui s'effritent, les Républicains et le Parti Socialiste, avec aussi des tensions en interne. C'est le cas aussi au niveau local. Les Républicains d'abord qui... On peut dire sauve les meubles avec les sénatoriales en conservant 146 sièges au Sénat, mais aux législatives, il y a eu un vrai raz-de-marée de la République en marche dans les Yvelines, un département qui est ancré traditionnellement à droite. Et là, il y a eu 11 des 12 circonscriptions qui ont été remportées par la République en marche et son allié du MoDem. Oui, absolument. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer. Si vous voulez, les sénatoriales ont toujours un effet retard, c'est-à-dire que... C'est la conséquence des municipales. Voilà, les sénatoriales, en réalité, se jouent essentiellement aux élections municipales. La droite traditionnelle tient l'essentiel des mairies et des conseils municipaux dans les Yvelines, et en France c'est le cas aussi. Donc il était normal qu'au sénatorial on retrouve, si vous voulez, un résultat de ce genre-là. En revanche, pour les législatives, là en effet on peut parler, au moins dans les Yvelines et au-delà sur le plan national, d'un véritable raz-de-marée. Ça c'est vrai. De l'autre côté, le Parti Socialiste quasiment rayé de la carte. Le Parti Socialiste quasiment rayé de la carte, j'allais dire il fallait s'y attendre, on s'y attendait, ça n'a pas été une surprise, puisque le Parti Socialiste au fond est en crise depuis déjà pas mal d'années. Le quinquennat Hollande n'a rien arrangé avec le phénomène de ce qu'on a appelé les frondeurs, vous le savez, phénomène d'éclatement et de délitement. Il faut que le Parti Socialiste, alors j'ai l'impression que nous y sommes, touche le fond pour qu'il puisse à un moment ou à un autre se renouveler. Alors est-ce que du coup ce chamboule-tout va durer dans le temps? Est-ce que au contraire les vieux partis vont réémerger plus tard? Est-ce que ça peut être durable ce changement politique? Alors à mon avis ça a l'air de s'inscrire de manière assez durable. On n'est pas au bout. On ne sait pas encore ce que l'avenir va nous réserver, notamment sur la stabilisation et l'ancrage de la République en marche. On le verra au prochain scrutin qui sera les élections européennes. On le verra aussi et surtout aux élections locales, notamment aux élections municipales. Européennes en 2019 et les prochaines élections dès 2020. Exactement. Si la République en marche parvient à s'implanter dans le territoire ou pas, et de quelle manière. Mais à côté de cela, n'oublions pas quand même que le Front National a réalisé un score très important à l'élection présidentielle. Pas loin de plus même de 7 millions de voix, je crois, au premier tour, ce qui est considérable. Donc l'avenir du Front National, au sein duquel la légitimité de Marine Le Pen est assez contestée, est aussi important à scruter. Il nous reste un peu plus d'une minute. Dernière question, ce chamboule-ton, vous l'expliquez comment en tant que spécialiste de la politique? Est-ce qu'il y a aussi une vraie volonté française d'un renouvellement, des déceptions de la droite, de la gauche qui peuvent expliquer ce chamboule-tout? Incontestablement une volonté de renouvellement, mais une volonté de renouvellement qui est quasi permanente dans l'opinion publique, au point que les Français se disent parfois le renouvellement pourrait passer par une victoire de Marine Le Pen, puisqu'on les a tous essayés, sauf elle. Sauf qu'ici, il y a une nouvelle tête qui a émergé, celle d'Emmanuel Macron,
et qui a provoqué vraiment un véritable renouvellement de fond. Mais remarquez aussi que dans le même temps, la réaction des Français a été assez mitigée au regard, par exemple, du supposé ou du réel amateurisme des nouveaux députés, où on a raillé leur inexpérience, etc. Donc vous voyez, c'est toujours assez partagé, assez paradoxal, hein, le sentiment des Français. À surveiller donc sur 2018. Merci Stéphane Manson d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Professeur de droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Suite et fin maintenant de notre dossier de la rédaction. Nous vous présentions toute cette semaine les Yvelinois de 2017. Focus ce soir sur Michel Bernard qui œuvre au sein de la Croix-Rouge française depuis plus de 10 ans. Une fois par semaine, il effectue des maraudes dans les Yvelines et à travers son action, c'est tout le travail des bénévoles de cette association que nous avons voulu mettre en avant. Nous les avons suivis au cours d'une soirée dans le territoire. On est en train de préparer le matériel nécessaire pour la maraude. Des produits alimentaires, des couvertures ou encore des vêtements. Michel Bernard prépare aussi de l'eau chaude, la base des boissons destinées aux personnes sans domicile, un bien nécessaire en hiver pour se réchauffer. Michel est bénévole à la Croix-Rouge. Il a rejoint l'association en 2006 lorsqu'il prend sa retraite. Il commence les maraudes 2 ans après. Voilà 9 ans qu'il est engagé auprès des personnes dans le besoin. Je pense que jusque-là, on a essayé l'humanité. Pourquoi pas essayer l'humanité ? Parce qu'on s'est aperçu que l'inhumanité, ça ne marche pas, en fait. Une pointe d'humour pour montrer un engagement social allant de soi pour Michel. Ce soir, il fait équipe avec Amine. L'heure est au changement. Ceux-là viennent devant. Celui-là dessus, celui-là derrière. Avant de partir, Michel contacte la régulation du 115. Ce service du SAMU social directement en lien avec les personnes sans abri oriente les bénévoles sur le terrain. On va jusqu'à la mairie d'Elancourt. On rend visite à 2 personnes qui sont généralement sous le théâtre Le Prisme. Mais je crois avoir une information comme quoi ils ont été logés. Donc on va quand même aller vérifier. Première mission de la soirée à Elancourt, dans le quartier des 7 Mares. Michel et Amine vont vérifier la situation de 2 personnes vivant sous l'escalier du Prisme. Finalement, l'information de Michel était bonne. Les personnes ont été relogées par la mairie d'Elancourt. Et là, on a une nouvelle mission, donc on va voir nos bénéficiaires, qui est un peu un habitué, qui se trouvent à l'église des Sources à Montigny-le-Bretonneux. Retour au véhicule et direction Montigny-le-Bretonneux pour porter assistance à Georges. Lors de la dernière visite de Michel, ce sans-abri lui avait demandé des vêtements. Les bénévoles de la Croix-Rouge vont lui donner des chaussures, un pull et de la nourriture. Non, on a bœuf ou poulet. On n'a pas poulet. On n'a pas crevette. Georges a bénéficié d'une aide vestimentaire et alimentaire. Michel fait un bilan téléphonique à la régulation avant de recevoir une nouvelle mission. Une personne située à Saint-Cyr-l'École. Il s'agit d'Elfège, qui reçoit des produits alimentaires, mais pas seulement. En plus d'une aide sociale, il nous aide et puis il nous parle. Et lorsqu'on n'a pas l'occasion de parler, honnêtement, c'est vrai. Ils sont là quand même pour nous donner un bon coup de main, quoi. L'objectif de la maraude en elle-même, en fait, c'est d'apporter une aide d'urgence. Les gens appellent le 115 et dans les quelques heures qui suivent ou dans les premiers temps qui suivent, on leur apporte l'aide qu'ils ont demandée. Après Saint-Cyr-l'École, Michel et Amine prennent la direction des Essarts-le-Roi. La maraude ne fait que commencer, elle va durer jusqu'à minuit. C'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA est entré en vigueur provisoirement le 21 septembre dernier. Pour une application complète, maintenant, il doit être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne. Et côté secteur agricole, les associations aussi sont inquiets face au CETA. Un exemple, 60 000 tonnes de bœuf canadien pourraient arriver sur le territoire de l'Union européenne et ça sans droit de douane. Bonsoir Antonin Moulin. Bonsoir. Vous êtes le responsable communication de l'Assos Régal. C'est une association guyan-courtoise qui a été créée l'an passé en 2016. Il y a quelques semaines, vous avez fait parvenir aux députés de votre circonscription, la première circonscription des Yvelines. Ce député, c'est Didier Bécher. Vous lui avez fait parvenir un courrier dans lequel vous lui demandez de s'opposer fermement à ce traité du CETA quand il sera discuté à l'Assemblée nationale, puisqu'il doit être encore ratifié à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir entamé cette démarche ? Alors, la filière agricole est menacée. Les initiatives pour l'agriculture biologique sont largement menacées par ce nouveau traité de libre-échange qui va accroître la concurrence et la pression sur l'ensemble de la filière. La filière biologique a besoin d'être soutenue et a besoin de solidarité. Et le CETA,
c'est exactement l'inverse. Les politiques d'achat local vont être empêchées, des tribunaux arbitraux vont être mis en place pour empêcher les États de faire une politique locale. Et c'est très embêtant, ça menace vraiment la reconversion de notre agriculture parce qu'il y a urgence. Le climat, le réchauffement climatique est un sujet de plus en plus urgent et donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut agir maintenant et nous demandons à notre député Didier Biécher de prendre ses responsabilités suite au Grenelle de l'alimentation, suite à l'accord de la COP21 signé à Paris, de dire non. Dans un contexte aussi des états généraux de l'alimentation, ça s'est déroulé, la concertation s'est terminée récemment. Le courrier est en date du 23 octobre 2017. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez reçu une réponse du député? Alors non, on n'a eu pas de réaction publique de monsieur le député. Nous serions vraiment satisfaits s'il pouvait nous répondre. Parce que quand même, certains d'entre nous avons voté pour lui. Voilà, ce serait bien de donner des gages aux électeurs pour peut-être voter pour lui une prochaine fois. Parce que là, ça va dans le sens inverse des intérêts de ces électeurs qui ont besoin d'un territoire avec des ressources et une autonomie alimentaire et surtout une alimentation saine parce que ça met en branle aussi les normes environnementales et les normes sanitaires qui ne seront pas les nôtres, pas celles de la France, qui sont des normes exigeantes et importantes. Avec le traité de libre-échange, il n'y a plus de contrôle. On l'a compris, vous avez des craintes dans le sens Canada-Union européenne. Pourtant, dans l'autre sens, Europe vers le Canada, on pourrait se dire que, par exemple, des producteurs pourraient être avantagés. Les producteurs laitiers, notamment, qui jouissent d'appellations européennes, Cantal, Morbier, et qui pourraient avoir une place de choix au Canada, qui pourraient trouver aussi un public au Canada. Et pourquoi les agriculteurs canadiens ne fourniraient pas le Canada et les agriculteurs français la France, tout simplement? Chacun doit rester sur son territoire. C'est simplement une question de bon sens en termes de réduction des gaz à effet de serre pour protéger la planète. Parce que si on continue comme ça, la surchauffe est assurée. C'est une question de bon sens et j'espère que pour une fois, les parlementaires voteront avec du bon sens. C'est même pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de bon sens. Nous, à la Sauce Régale, ça fait depuis 1 an et demi qu'on crée de la solidarité sur notre territoire. Et le CETA, c'est juste l'inverse. C'est l'accroissement de la compétition. Et ça met en péril toute l'économie locale. Et maintenant que le traité est ratifié par l'UE, ratifié provisoirement, il est appliqué provisoirement par l'Union européenne, quels sont finalement vos espoirs que l'Assemblée nationale ne le ratifie pas Bien sûr, l'Assemblée nationale ne doit pas le ratifier. Et logiquement même, on devrait avoir un référendum parce que c'est une décision très importante qui concerne tout le peuple français. Et tous les habitants de tous les territoires et on devrait avoir notre mot à dire. Et en l'occurrence, pour le coup, pour l'instant, c'est pas le cas. Pourtant, il y a une mobilisation en marche pour demander ce référendum et je pense qu'il serait important d'écouter cette revendication. Un mot rapide, il ne reste pas beaucoup de temps sur l'association La Sauce Régale qui a été créée, on l'a dit, l'an passé à Guyancourt et qui a pour but, vous l'avez rappelé, de promouvoir une alimentation locale, une alimentation saine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous enchaînons sur la prochaine campagne en février qui touchera à la relocalisation de l'agriculture, mais pas seulement, de tout ce qui est la citoyenneté, l'énergie, etc., la sociabilité. Voilà, donc on engage notre député à ne pas faire l'inverse de ce que font les habitants. Parce qu'il y a des gens qui se mobilisent. Monsieur le député a l'exercice du pouvoir pour lui. Eh bien, j'espère qu'il en fera bon usage. Voilà. Et vous avez ouvert récemment, on en avait parlé sur Télé 78, une épicerie participative qui s'appelle l'Épi du Routoir. Exactement, et qui redonne vie au quartier. Cela permet de créer du lien au niveau du quartier et surtout d'encourager les producteurs locaux à écouler l'ensemble de leur stock. Et nous, ce qu'on fait, c'est effectivement faire sortir les producteurs locaux du marché parce qu'il est trop concurrentiel, il y a trop de pression concurrentielle. Et le CETA va exacerber ça s'il est voté. Merci Antonin Moulard d'avoir été avec nous, je le rappelle, responsable communication de La Sauce Régale. Et pour plus d'informations sur cette association, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le sport, un tournoi de football caritatif pour la création d'entreprises. Il a été organisé samedi dernier à Poissy par Positive Planète. L'association aide les porteurs de projets de banlieue à créer et développer leur société. Un coup de pouce est nécessaire pour faire aboutir ces projets. Une cagnotte est d'ailleurs organisée à ce sujet jusqu'au 23 janvier. 240 archers présents. Le tournoi de tir à l'arc de Guyancourt se tenait au gymnase Maurice Baquet samedi 16 et dimanche 17 décembre. 5e édition dans un format duel entre les archers après une phase de qualification. Un sujet de Nicolas Dandry.
Ils sont champions d'Europe en salle par équipe. Valentin Ripaud et Thomas Chiron ont participé au concours de tir à l'arc organisé par les archers de Guyancourt. Une compétition pour se tester en vue de la prochaine saison. Cette année, je suis passé senior. Le niveau est quand même un peu plus élevé. Il y a beaucoup plus de monde. Donc, c'est quand même mieux de faire ces petits changements-là qui donnera peut-être le point en plus qui me manquera ou le petit détail. Mon objectif en venant ici, c'est premièrement de me préparer pour la suite et après, donc c'est de faire le maximum de matchs possible. Et je pense que je peux aller au bout. Et Thomas Chiron a accompli son objectif. Il a remporté le tournoi catégorie senior arc classique, un format sur le modèle des compétitions internationales avec des duels entre les archers. Pour préparer tous les sportifs de haut niveau aux championnats régionaux, France ou voire internationaux, on a mis en place cette compétition. À côté des professionnels, les archers amateurs relèvent leur niveau. Du club d'Elancourt, Émilie Coupé utilise un arc à poulie. La spécificité, une puissance supérieure à l'arc classique. Alors là, comme j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai changé de matériel à la dernière minute. Donc c'est me faire plaisir et vraiment essayer de ne pas me focaliser sur les points. Sans pression, avec un nouvel arc à poulie, Émilie a remporté le tournoi dans sa catégorie. J-4 avant Noël, et il n'y a pas que le Père Noël qui est impliqué pendant cette période. À l'école maternelle Les Bessières de Maurepas, les élèves de grande section ont préparé avec leur enseignante un marché de Noël. Ils ont réalisé quelques travaux, mais aussi des gâteaux. Ils ont réalisé quelques cadeaux et aussi des gâteaux, on va y arriver, dont la vente servira à alimenter les caisses de l'école. Tout cela aussi pour développer un projet pédagogique. Camille Lambert et Wilfried Richy. Jour de marché de Noël pour cette école de Maurepas, des maracas, des bâtons de pluie ou encore des sapins, confectionnés par les enfants de l'école maternelle et vendus aux parents. Tout cela aura nécessité plusieurs jours de préparation. J'ai demandé au Père Noël qui se promène dans le ciel de m'apporter une poupette pour faire 3 fois pouette, pouette, pouette. Après le chant de Noël, place aux activités manuelles. Ce matin, c'est atelier petits gâteaux pour les élèves de la grande section avec la directrice. Aidés de quelques mamans, les petites mains s'activent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mélange. Tu mélanges quoi? La pâte. Vous préparez quoi alors? Des gâteaux. Comment vous les avez préparés ces gâteaux? Comment on fait des gâteaux? Avec du sucre, de la farine. Ils ont quelle forme les gâteaux? Des formes de bonhomme en pain d'épices, de tortue ou alors de sapin. T'aimes bien préparer des gâteaux? Oui. C'est lesquels tes préférés? Ceux qui sont au chocolat. Et après la confection, vient l'étape cruciale de la cuisson. Ils sont sages, appliqués? Oui, ils aiment beaucoup ça, la cuisine. Tu as été sage? Oui. C'est vrai, tu as été très sage? Oui. Derrière ces ateliers, un projet pédagogique. Pour les enseignants, il s'agissait aussi de préparer un marché de Noël lié au thème de cette année, la musique. On a créé donc de la peinture, du collage, du découpage, des paillettes pour que ça brille et que ce soit joli. On est parti vraiment sur un gros projet musique. Nous, de notre classe, c'est parti sur Paris pour voir un concert. Donc, ils sont vraiment très impliqués dans le projet. Donc, créer leurs propres instruments, ça a été vraiment facile de les impliquer. C'est une classe très performante, donc on a réalisé vraiment des beaux objets. Des élèves et des enseignants satisfaits du travail accompli. Reste maintenant à savoir si le Père Noël a bien eu droit de déguster ses gâteaux au pied des sapins lors de sa distribution de cadeaux. Vous l'avez vu avec ce sujet, notre rédacteur en chef qui est retombé en enfance. Enfin, Noël avait pris un peu d'avance à Magny-les-Hameaux. Le week-end dernier, le parvis de l'hôtel de ville était en fête. Une manifestation traditionnelle qui a encore réuni de nombreux visiteurs. Clôture de ce journal avec Nicolas Dandry et Camille Lambert. Gourmandise et ateliers créatifs, le parvis de l'hôtel de ville de Magny-les-Hameaux s'est transformé en grande fête. Un moyen de célébrer Noël avant l'heure en famille. Nous avons fait maquillage, on a fait fabrication de cartes avec des gommettes. C'est en bas de la maison, c'est convivial, c'est génial pour les enfants et ils font plein d'activités. On vient quasiment tous les ans. C'est un petit peu le démarrage des festivités. Un goûter géant et des animations
Organisé par la ville, cet événement est devenu incontournable. Les gens viennent vraiment d'année en année, avec les enfants, avec les petits-enfants. On réunit ici plusieurs milliers de personnes pendant tout l'après-midi. C'est Noël, les fêtes de fin d'année avant l'heure, tout simplement, et accessible à tout le monde. Des festivités avec un point d'orgue, la venue tant attendue du Père Noël. Aujourd'hui, ici, il n'y avait que des gens gentils et des enfants sages. Est-ce que c'est vrai ? Ah, c'est bien. On vient tous les ans sur le parvis pour voir le Père Noël. Je prends quand même toujours un peu de temps pour venir voir les gens dans les villes, pour pouvoir leur dire un petit bonjour, pour qu'ils soient tous contents de me voir avant, pour que je puisse leur dire aussi de ne pas oublier de mettre leurs lettres dans les boîtes afin que je puisse leur amener leurs cadeaux. Des cadeaux que petits et grands retrouveront au pied du sapin le matin de Noël. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal, le dernier de cette année 2017. Demain, vendredi, vous retrouverez Nicolas Kirillovitz à la présentation du 7-8 l'hebdo. Le 7-8 journal revient, lui, le mardi 2 janvier 2018. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fête de fin d'année à tous sur TV 78.